Bienvenue ici à la Maison de Quartier. Je vous souhaite la bienvenue au nom du groupe vaudois de philosophie pour cette troisième séance de notre saison qui s'intitule Faire œuvre d'émancipation. Vous l'avez vu, peut-être que vous en avez pris, il y a des programmes de notre saison. Donc c'est la troisième. Ce soir, on est très heureux de recevoir Renato Seidel qui sera présenté par Marc-Antoine Anti. Marc-Antoine Anti, celles et ceux qui étaient là, a donné une conférence, une discussion il y a tout juste une semaine. Juste un petit mot pour remercier la Maison de Quartier de son accueil, remercier Christophe qui va tenir le bar, qui a branché le micro et qui est toujours là à chacune de nos soirées. Merci beaucoup Christophe. Donc le bar est ouvert durant toute la séance, vous pouvez vous lever et puis commander à boire. Vous dire encore que vous avez donc le programme des prochaines, de la séance actuelle et des prochaines séances. La prochaine, ce sera au mois de janvier, avec Michel Valli qui est ici. Il nous parlera il prendra comme prétexte un livre de Marie Ndiaye pour parler de l'éducation par les œuvres. Et puis, encore un dernier mot, le groupe vaudois est une association qui organise des soirées essentiellement qui sont ouvertes à toutes et à tous, qui sont gratuites. Vous pouvez nous soutenir puisque nous sommes une association. Donc au dos du programme, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez devenir membre du groupe vaudois, c'est une cotisation annuelle de 50 francs, 30 si vous êtes étudiant. Et puis vous pouvez également nous soutenir pour la saison. Un soutien unique de 60 francs. Voilà, ou davantage si vous voulez faire un don. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Marc-Antoine Anti. Voilà, bienvenue. En tout cas, c'est un plaisir. Je serais réjoui de vous entendre, Renato. Donc Renato, qui est pédopsychiatre, psychanalyste, qui enseigne au CAS de psychanalyse à l'Université de Lausanne, notamment un cours d'ailleurs qu'on donne ensemble, d'histoire de la psychanalyse. On l'entend, voilà, on collabore souvent ensemble. Et puis, quand je lui ai parlé de ce projet de cycle autour de la liberté, il était très intéressé, alors on l'a inclus. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Pour moi, c'est un petit peu la suite, en partie la suite un peu de la conférence, de la présentation que je vous ai faite la semaine passée. C'est un peu un bout, la question, ça porte sur la vérité, mais l'identification, des mécanismes de mimétisme, de mimésis, mais à un niveau collectif. Et bien sûr, qui questionne aussi la notion complexe de liberté. Voilà. À vous. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à vous d'avoir bravé la neige pour être ici. Lorsque, en sortant, j'ai vu qu'il commençait à neiger, je me suis dit, oh, ça va compliquer un peu mon arrivée. Je pensais changer mes chaussures, etc. Mais bon, pour ne pas trop arriver en retard, j'ai aussi traversé la ville. Alors bon, je remercie les organisateurs de la série, le groupe vaudois de philosophie, et puis Marc-Antoine Anti, pour cette liberté que vous m'avez laissée dans l'organisation de ma présentation. Je me suis laissé guider par les idées maîtresses que vous avez proposées, à savoir émancipation, si j'ai bien compris, de la part du groupe vaudois, et liberté de la part de Marc-Antoine Anti. Vous avez créé comme ça cet ensemble. L'émancipation, elle implique la libération, mais elle peut aussi mener à la dépendance vis-à-vis d'un nouveau tuteur ou d'un gouverneur. Et je me permets d'ajouter maintenant un troisième élément à cette série, émancipation, liberté et vérité. Donc l'exercice de parler de la vérité pour
un groupe de philosophes, c'est un exercice un peu osé lorsqu'il s'agit d'un simple psychanalyste. Ça serait un peu comme si un philosophe venait parler à un groupe de psychanalystes sur la pulsion sexuelle. Je vais vous demander votre participation, de m'aider un peu à développer la question de la vérité. Je vais vous décrire des événements qui sont survenus au Brésil entre 1942 et 1946. Je ferai de sorte d'interpréter le moins possible les faits afin de le faire plutôt en collaboration avec vous. Cet exposé, il analyse le refus de la plus grande partie de la communauté japonaise du Brésil de reconnaître la défaite du Japon lors de la Deuxième Grande Guerre dite mondiale. Il s'agit d'un phénomène collectif qui a touché presque 200 000 personnes. Je me baserai ici sur le récit du journaliste et écrivain Fernando Moraes dans son livre Corações Sujos, qui en français, la traduction serait « Cœur sale ». Il n'y a pas de traduction en français, il y a une traduction en anglais qui s'appelle « Dirty Hearts ». Dirty Hearts. Alors, mon exposé sera fait de trois façons. Je commencerai à parler des antécédents, comment les Japonais sont arrivés au Brésil, puis ensuite du contexte des événements, ça veut dire la Deuxième Guerre mondiale, comment ça se passait pour cette communauté japonaise à l'intérieur du Brésil. Et la troisième partie, c'est les événements proprement dits qui ont mené à ce déni collectif. Alors, sur les antécédents, le Japon, il était surpeuplé au début du XXe siècle. Il était déjà surpeuplé, et je dirais presque plus peuplé qu'actuellement. La mécanisation avait engendré la perte des terres des petits agriculteurs, les villes gonflaient, le travail était précaire. Le gouvernement japonais a donc mis en place une politique d'émigration. Il a proposé à ses citoyens et rendre plus facile le fait de partir. À cette époque, le Brésil avait besoin de main-d'œuvre pour faire face à l'expansion des plantations de café dans la zone rurale pauliste. L'économie du café, en effet, était le moteur de l'économie brésilienne jusqu'aux années 20. C'est ainsi que le gouvernement pauliste a signé en 1907 un contrat avec le Japon autorisant l'entrée de 3000 immigrants japonais destinés tous au travail agricole. Le calvaire des membres de la colonie japonaise a débuté dès l'arrivée du navire Kozatumaru au port de Santos en 1908. C'est le premier bateau qui est devenu presque un symbole de l'immigration japonaise au Brésil. Ils ont vécu une série de chocs culturels, à commencer par la nourriture brésilienne qui était insupportable pour un Asiatique. Par exemple, le haricot, ils mangeaient au dessert. Ils arrivent au Brésil et ils découvrent qu'on mangeait du haricot salé. Pour eux, c'était la porte ouverte pour une diarrhée. Il n'y avait pas que la question de la nourriture qui était pénible, ils ont aussi subi des moqueries quant à leurs habitudes, comme par exemple les sandales japonaises. Ces sandales où ils mettaient deux doigts comme ça, les Brésiliens se moquaient d'eux. Curieusement, aujourd'hui, les Brésiliens ils ont transformé ces sandales en caoutchouc, qui maintenant fait un succès mondial, c'est les Havaianas. Ils ont mis le nom de Havaianas dans cette sandale japonaise. C'est devenu presque typiquement brésilien. Les femmes qui portaient leur bébé sur le dos, ils appelaient comme des singes. Ils disaient qu'elles les portent comme des singes. Ils ont dû affronter aussi le malaria, ainsi que les nuages de sauterelles qui détruisaient leur agriculture. Le seul but était d'économiser de l'argent pour rentrer au Japon. Les bateaux japonais continuaient à débarquer des immigrants.
Avec la Première Guerre, le flux est devenu vertigineux. 170 000 Japonais entre 1917 et 1940, 75% des personnes se sont installées dans l'État de São Paulo. Pour avoir une idée, l'État de São Paulo, elle a une surface de 250 000 km², ça veut dire un peu plus grand que la France, 6 fois la taille de la Suisse. Donc c'est là qu'ils se sont installés. Une petite partie est allée vers le Mato Grosso, actuellement Mato Grosso du Sud, et le Paraná, c'est aussi vers le sud. Alors les colonies japonaises se sont multipliées dans l'ouest de l'État. L'ouest, c'était, plus on allait vers l'ouest, plus on quittait la campagne et on allait dans la direction de la brousse de la forêt. Mato Grosso, ça veut dire brousse épaisse. Et à l'époque, c'était vraiment de la forêt, même s'il y avait des fermes au milieu. Et l'on identifiait facilement les commerces nippons en raison de leurs plaques écrites en japonais. Donc, ils faisaient des villes presque entièrement japonaises, des petites villes de 10 000, de 15 000 habitants, et essentiellement des Japonais. Ils importaient même les films de leur pays d'origine, car le portugais demeurait incompréhensible pour eux, puisqu'ils étaient dans des villes entre eux. 80%, il y avait quand même des Brésiliens au milieu. Les Japonais étaient bien décidés de ne pas s'assimiler, mais ils se laissaient tenter néanmoins par certaines habitudes bien brésiliennes, comme le jogo do bicho. Le jogo do bicho, c'est une forme de loterie illégale, et la fréquentation des maisons closes. L'immigration au Brésil reposait sur l'unité familiale et non sur l'individu. Chaque contrat stipulait la venue de 3 adultes aptes au travail, ce qui amenait les candidats à incorporer des membres de la famille élargie. Comme il fallait avoir 3 personnes aptes au travail, en général des hommes, ils appelaient des cousins, des oncles, etc. Ainsi, les villes surgissaient dans le sertão paulista, l'intérieur de l'État. Les Japonais occupaient le vide fertile de ce Far West, parce que c'était vraiment fertile. Ils devenaient les responsables de l'autorité locale et de l'installation des services publics via les coopératives et agences japonaises chargées de l'immigration et propriétaires de 250 000 hectares. Donc ils ont reçu la terre gratuitement. Naturellement, cette colonie nombreuse a suscité des rivalités et un racisme local. Le contexte. Jusqu'à la fin des années 30, les événements politiques survenus au Brésil laissaient les immigrants japonais indifférents. Ils ne se mêlaient pas de politique, car ils se sentaient avant tout japonais. Donc, ils laissaient les Brésiliens faire leur politique. Avec l'arrivée de l'Estado Novo en 1937, Getúlio Vargas, le président, a instauré la censure de la presse. 1937, censure de la presse. Mais les Japonais sont, une fois encore, restés insensibles à la censure, d'autant plus qu'il existait une vingtaine de journaux japonais au Brésil qui échappaient à la censure, puisque personne n'allait essayer de lire ce qu'ils écrivaient. En 1938, Vargas a décrété l'interdiction des publications étrangères dans le pays. Il avait en vue les idéologies exotiques, entre guillemets, venues d'Allemagne et d'Italie, donc fascisme, nazisme, et dont les communautés étaient importantes au Brésil. Il y avait une très importante communauté italienne et aussi allemande déjà avant la guerre. Les immigrants japonais se sont inquiétés car leurs enfants étaient éduqués dans les écoles en langue japonaise avec des livres écrits en japonais. Donc, si on ne pouvait pas avoir des publications en langue étrangère, l'éducation des enfants était mise en péril. Et le noyau social de la communauté japonaise, au contraire de celle de la communauté, le noyau social de la communauté allemande et italienne, c'était l'Église, et le noyau de la communauté japonaise, c'était l'école, c'était le centre de réunion. En 1941, le Japon a adhéré à l'Alliance de l'Axe,
rejoignant ainsi l'Allemagne d'Hitler et l'Italie fasciste. 250 000 Japonais résidaient alors dans l'État de São Paulo et 50 000 entre Paraná et Mato Grosso. Donc 300 000, une population de 300 000 personnes. C'est la population japonaise la plus grande en dehors du Japon. En 1941, le Japon attaque la base navale de Pearl Harbor. Les États-Unis déclarent alors la guerre au Japon et Vargas quitte la neutralité et prend le parti des Américains. Parce que jusqu'à présent, Vargas, il faisait les yeux doux aux Allemands d'un côté et les yeux doux aux Américains de l'autre côté. Une fois que l'Amérique et le Japon entrent en guerre, Vargas a dû quitter la neutralité et il s'est rallié du côté des Américains. En 1942, le Brésil rompt avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ce qui va transformer la vie de la colonie en un véritable enfer. Le Brésil interdit l'usage en public de l'allemand, de l'italien et du japonais. La guerre contre l'Axe implique une répression à l'interne des communautés appartenant à cette alliance ennemie. Donc ils sont devenus des ennemis internes. Les économies des Japonais sont confisquées, interdiction de se réunir en groupe, fermeture des journaux nippons, interdiction de voyager dans le pays, de porter des armes et de parler. En tout cas, en public, ils ne pouvaient pas parler en japonais. La mesure la plus douloureuse est certainement la fermeture des écoles, car les enfants se voient ainsi privés de l'apprentissage du Yamato Damashi. Je suis désolé, Elisabeth Tsukaz, qui est ici, elle va me critiquer de mon atroce accent, mais il y en aura d'autres. La doctrine de l'esprit et le Yamato Damashi, c'est la doctrine de l'esprit et le mode de vie nippon, qui comprend entre autres le culte de l'image de l'empereur. Et ça, c'était le centre de l'éducation des enfants. À partir de là, ils étudiaient les langues et autre chose, la langue, les maths, la géographie. Les Japonais, habituellement disciplinés et soumis, n'ont, dans ce cas précis, pas hésité à ouvrir des écoles clandestines qui se déplaçaient en permanence. Les enfants de 7 ans devaient assister aux cours tard dans la nuit. La population nippone se sentait victime des préjugés des Brésiliens qui étaient moins stricts à l'égard des immigrés italiens. En fait, toutes ces règles, elles étaient valables surtout pour les Japonais et pour les Allemands. Les Italiens, les Brésiliens laissaient un peu passer. Les sous-marins allemands faisaient couler des bateaux brésiliens et la colère se retournait contre les Japonais. En août 1942, Vargas déclare la guerre aux puissances de l'Axe. En juillet 1943, Vargas décide d'interner, entre guillemets, les sujets de l'Axe à plus de 100 km de la côte. On appelle ça des camps de concentration, ce n'est pas tout à fait des camps de concentration. Ils ont été évacués, ils ont quitté la côte, les plages, pour aller en direction des forêts à 100 km des plages. Quelques-uns, d'ailleurs, un grand groupe de Japonais est allé en Amazonie et ils ont révolutionné l'agriculture là-bas. Une étape de plus dans ce traumatisme collectif. En raison de l'interdiction de posséder une radio, la communauté japonaise souffrait d'un cruel manque d'informations. Les rares personnes qui cachaient un poste fêtaient chaque information, comme celle concernant les kamikazes ou encore le bombardement de Londres par les Allemands. La plupart des informations circulaient par l'intermédiaire des marchands qui traversaient le pays. Lorsqu'ils parlaient des victoires des Alliés, les marchands ils rencontraient les Japonais. Les Japonais étaient
assoiffés de nouvelles. Chaque fois qu'il disait qu'il y avait une victoire, une bataille vaincue par les Alliés, les Japonais répondaient impassibles, ça, c'est de la propagande américaine.